il y a quelques énergumènes mis en mission par le néocolonialisme français et qui ont une habitude de la vassalité, une habitude de la duplicité, une habitude de l'indignité, et qui ont reçu mission ces dernières semaines de se livrer à des attaques ad hominem contre votre serviteur. Alors, moi, les attaques ad hominem, en tant que je suis quelqu'un qui suis un intellectuel engagé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne découvre pas cela. Je ne suis pas un enfant de cœur. La plupart du temps, les seules attaques ad hominem qui m'intéressent sont celles qui sont posées par des hommes qui ont une certaine consistance politique, qui ont un certain poids politique ou un poids intellectuel. Ces attaques ad hominem, on doit y répondre parce qu'en y répondant, on contribue à renforcer le combat qu'on mène. Mais à la base, le véritable débat doit être un débat ad rem. Ad hominem, c'est attaque contre la personne, alors que ad rem, c'est une attaque à propos de l'objet. Res, en latin, signifie la chose. Rem, res, la chose. Le désaccord porte sur la chose. Moi, je me bats pour que les troupes néocolonialistes et impérialistes quittent le sol africain. C'est ça la chose sur laquelle je me bats. Moi, je me bats pour que la monnaie néocolonialiste de CFA soit abolie. Je me bats pour cela. Quand elle sera abolie, ce combat-là, je serai heureux de l'avoir mené avec mes contemporains et tous ceux qui nous ont précédés dans la résistance. Je me bats pour que les dirigeants africains soient choisis librement par les seuls souverains de l'Afrique, les peuples africains. Je me bats enfin pour la réhabilitation, la résurrection de la civilisation négro-africaine comme source, paradigme d'inspiration de nos institutions sur le sol africain. Voilà l'objet de mon combat. Voilà ce qu'on pourrait appeler la res politicus du docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. Je me bats pour ces choses-là, qui renvoient à un idéal, celui d'une vie digne, une vie prospère, une vie sensée sur la terre. Bon, il y a des gens qui, eux, ils se battent pour se débrouiller, pour avoir une carrière politique, qui se battent pour avoir une carrière financière, qui se battent pour avoir une visibilité, qui se battent peut-être même pour résoudre des complexes d'infériorité qu'ils ont en eux-mêmes. C'est à cette catégorie qu'appartiennent manifestement Oumar Mariko et un certain monsieur Nyeba sur les réseaux sociaux. Les deux individus se ressemblent sur plusieurs points. J'avais seulement en signalé 5. Le premier point, c'est l'inconstance et l'inconsistance de leur prise de position. Fait que leurs prises de position sont toujours des prises de position superficielles, artificielles. Elles ne sont pas suffisamment justifiées. Ce sont des prises de position qui se déroulent sur le terrain artificiel, en quelque sorte des circonstances. Ce sont des individus circonstanciels. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui veulent profiter de toutes les occasions pour se faire voir. Ils ont un problème d'inconsistance personnelle. Comme ils n'ont pas d'intériorité riche, ils voltigent sur les occasions de se faire voir. Oumar Mariko est en exil ici en France depuis maintenant pratiquement 2 ans, si je ne m'abuse. Il s'est rendu compte que s'attaquer à moi, c'est avoir la possibilité que je parle de lui. Et que par conséquent, puisqu'il n'a pas ma visibilité, qu'on le voit à travers moi. C'est de cela qu'il s'est rendu compte. Et à la recherche de la lumière, il lui est arrivé de s'aventurer dans une émission dont j'ai vu l'extrait, de dire que moi, je fais du business politique. Moi, Franklin Nyamsi, je fais du business politique. Et pour cela, il donne un argument. Je fais du business politique parce que j'ai commencé par critiquer le président Assimi Goïta, le gouvernement, le régime au pouvoir au Mali. Et par la suite, je me suis rapproché de ce régime dont je suis devenu un grand défenseur. Ça, c'est l'argument d'Oumar Mariko. Et d'utiliser même dans l'audio que j'ai écouté une métaphore canine dans laquelle il me traite littéralement de chien. Puisqu'il dit que on m'aurait appelé en faisant comme on appelle un chien.
C'est comme cela que Oumar Mariko parle de moi. Alors, Oumar Mariko, moi je l'ai connu dans les années 90 en Côte d'Ivoire. Il était fraîchement sorti de ses fonctions, je pense, de dirigeant de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Je fais sa connaissance en 1995. Mariko vient rendre visite à une de mes sœurs, camarade de lutte, amie, Néné Fadimatou Ayatou, que nous appelons Winnie, qui vit toujours en Côte d'Ivoire. C'est chez elle que j'ai fait la connaissance d'Oumar Mariko. Quand il venait en Côte d'Ivoire, je crois qu'il achevait douloureusement, difficilement ses études de médecine, parce que ça a toujours été un étudiant très laborieux. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps à l'école, parce qu'il n'étudiait pas sérieusement. C'est vrai ce que je vous dis, hein, Oumar Mariko était un étudiant pénible, c'est un esprit lent. C'est quelqu'un qui a cru qu'il pouvait faire carrière par la politique. Donc il ne s'est pas appliqué. Il a été docteur, mais ça a été très laborieux. Tous ceux qui le connaissent savent que ce n'était pas facile. Son crâne a du mal à intégrer la connaissance, parce qu'il n'est pas patient, c'est un impatient. Vous savez, c'est quelqu'un qui est pressé de faire qu'on parle de lui. Mais quelqu'un qui est pressé de faire qu'on parle de lui ne peut pas prendre le temps d'apprendre. Non! Ça, ce ne sont pas ses meilleurs compagnons, Mariko. Ses meilleurs compagnons sont les intrigues pour chercher la lumière. Moi, je l'ai connu comme ça. On s'est vu une ou deux fois et un certain contact est resté entre nous. Il se présentait comme un leader marxiste-léniniste, communiste. Il se présentait comme un leader révolutionnaire, radical. Il nous a parlé à l'époque de l'implantation de son parti, le SADI. Et en tant que panafricaniste révolutionnaire de tradition, venu du bastion de l'Union des populations du Cameroun, tout naturellement, nous nous considérions comme des camarades. Je n'ai jamais plus revu Oumar Mariko. De mes yeux, je ne l'ai jamais plus revu. Après les années 90, nos vies se sont déployées chacune dans la direction qu'elle peut. Toutes les fois que je suis revenu au Mali, même à partir de 2011, 2012, 2013, je n'ai jamais rencontré Oumar Mariko. Mais nous avons gardé un certain contact épistolaire. Oumar Mariko dit que moi, je fais du business politique. À quel moment ai-je fait de la politique avec lui? Puisque je vous rencontre là des seules fois que j'ai rencontré ce monsieur, j'ai fait de la politique avec lui où? À quel moment ai-je acheté une idée politique, une option politique, ou à quel moment ai-je demandé une aide politique à Oumar Mariko? À aucun. C'est pour ça qu'il ne peut pas citer d'exemple. Par contre, Oumar Mariko m'a tanné le cuir, moi, Nyamsiwa Cameroun, pour que j'obtienne de l'aide de la part de mon leader en Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, pour lui. Je recommence. Oumar Mariko m'a cherché sur cette terre des hommes, comme on cherche la pluie au désert, pour que j'obtienne à tout prix un rendez-vous pour lui auprès du président Guillaume Soro, quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mariko m'a écrit sur tous les canaux possibles pour que je lui retrouve un rendez-vous avec Guillaume Soro, pour que Guillaume Soro l'aide. Donc, s'il y a quelqu'un qui a voulu être aidé, de nous deux, lui, Mariko et moi, par l'autre, c'est lui. C'est lui, Mariko. Et je tiens à le dire ici, c'est un homme indigne. Je ne lui ai jamais demandé de service politique. Jamais. Je ne le connais pas. En dehors de... C'est une ou deux fois que je l'ai aperçu. De passage chez ma sœur, camerounaise, Néné Fadimatou Ayatou, dite Winnie. Chez elle, à Abidjan. Je ne connais pas Mariko. J'ai fait business politique avec lui. Mais maintenant, parlons de cette vidéo qu'on fait circuler pour essayer de présenter cela comme une révolution. Elle date de 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour que je critique le régime du président Assimi Goïta? Alassane Dramane Ouattara avait demandé au régime du président Assimi Goïta, à l'époque c'est Bandao qui était influent,
à la tête de ce régime, Alassane Ouattara avait demandé qu'on arrête le réfugié, l'exilé politique, mon camarade, mon aîné bien-aimé Bensouk. Et en effet, le régime du Mali avait arrêté Bensouk. Et Bensouk courait le risque d'être rapatrié en Côte d'Ivoire où il allait trouver la mort. Parce qu'Alassane Ouattara lui en veut à mort. D'être resté fidèle au président Guillaume Kibafori Soro et d'avoir refusé la corruption, la trahison. Notre camarade Bensouk est l'une des personnes les plus détestées par Alassane Ouattara. Parce que, comme moi, nous avons refusé ses propositions de poste et ses propositions d'argent. On a dit à Ouattara, on n'en veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut participer à rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, à l'époque, le régime qui était au pouvoir, il y avait Bandao qui était président de la transition. Le président Assimi Goïta était vice-président. Il n'était pas le principal pouvoir. Alors, quand mon camarade est arrêté, je critique sur les réseaux sociaux le régime en leur expliquant que se rapprocher d'Alassane Draman Ouattara est suicidaire. Et qu'Alassane Draman Ouattara est chargé de les éliminer tous, sans exception. Et qu'ils finiront par savoir qui est Alassane Draman Ouattara s'ils ne nous écoutent pas. Nous, les compagnons du président Guillaume Soro. J'appelle à la libération de mon camarade Bensouk. C'est dans ce contexte que j'ai critiqué. Quand il y avait le rapprochement fort entre le régime Bandao, Assimi Goïta, le premier régime, et le régime ivoirien, je suis sorti pour critiquer. Mais dans cette affaire, qui a eu raison, qui a eu tort? Quand je disais au président Assimi Goïta, à l'époque où il offrait des dons à son aîné, qu'il croyait être son aîné Alassane Ouattara, comme des moutons. Je lui disais, attention, Alassane Ouattara, quand vous lui offrez des moutons, il vous compte parmi les moutons que vous lui offrez. Il compte vous égorger, vous-même. C'est un ingrat notoire. C'est ce que je disais. Alors, la question est la suivante. Est-ce que mes prédictions, à propos de ce que Ouattara voulait faire au président Goïta, est-ce que mes prédictions sont avérées, oui ou non? Ce que j'ai dit qu'Alassane Ouattara allait chercher à faire au Mali, là, est-ce que ça s'est passé? Eh bien oui, ça s'est passé. Alassane Draman Ouattara est derrière plusieurs tentatives d'élimination du président Assimi Goïta. Oui ou non? Je l'avais prévenu. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Et je le dis ici aux gens qui se promènent avec cette vidéo. Est-ce que vous savez que le président Goïta, c'est à cause de cette vidéo qu'il m'a reçu? Est-ce que vous savez que c'est à cause de cette vidéo que le président Goïta m'a reçu? Mais regardez à quel moment le président Goïta m'a reçu. Hein. Il a attendu de vérifier que Ouattara est vraiment mauvais. Quand il a vérifié que Ouattara est mauvais, il a dit, hey, mon frère, le professeur Franklin Nyamsi, a utilisé la manière forte pour me sauver la vie. Contrairement à ce que vous pensez, cette vidéo-là, elle ne va rien faire. J'ai rencontré le président Goïta après la vidéo et il savait. Et il savait que je lui avais dit qu'Alassane Ouattara chercherait à le tuer. Si le président Goïta m'a reçu, le président Goïta, ce n'est pas au palais, hein. Il m'a reçu à la maison. Je suis un enfant, un fils de la maison. Je suis un homme de la maison. Le président Goïta m'a reçu là où il dort. D'accord? C'est parce qu'il a vu que j'ai pris le risque de défendre sa vie. Au prix même de la mienne. Parce qu'il fallait avoir du courage. Quand on menaçait le Mali de coups et blessures pour se lever et dire attention, Alassane Draman Ouattara, là, il veut votre peau. Les néocolonialistes français qui sont derrière lui ont donné une seule mission. Il s'agit et de faire très attention de ne pas faire ami-ami avec les valets de la France-Afrique. Ils vont vous tuer. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez à quel moment mon camarade Bensouk a été libéré? Mon camarade Bensouk a été libéré lorsque le président Goïta a pu constater qu'Alassane Ouattara avait introduit un commando avec des faux passeports. Quand il s'est rendu compte que Alassane Ouattara était derrière les sanctions inhumaines de janvier, Bensouk a été libéré en janvier par là. Les sanctions inhumaines de la CEDEAO, télécommandées par Alassane Ouattara, elles sont tombées, bim. Le président Goïta a fait libérer mon camarade.